Imaginez un monde où les plus grands clubs de football se disputent dans une ligue qui leur est propre. Ça semble excitant, n'est-ce pas? Mais et si tout n'était pas aussi rose qu'il y paraît? Imaginez une Super League, un concept qui a fait sensation dans le monde du football. L'idée initiale était simple, une compétition ne mettant en vedette que l'élite, les titans du sport. Cependant, le concept est rapidement devenu controversé. Les supporters, les instances dirigeantes, même certains joueurs et entraîneurs ont exprimé leur consternation. Les principales préoccupations étaient l'impact potentiel sur les ligues nationales. Cela menaçait de bouleverser l'équilibre des pouvoirs et de diminuer l'importance des compétitions traditionnelles. La pyramide du football dans son ensemble était en danger, car les clubs plus petits risquaient de perdre des revenus cruciaux et le concept d'une compétition fermée, où les mêmes équipes se disputent la victoire année après année, sans promotion ni relégation, ne correspondait tout simplement pas à l'esprit du jeu. Malgré la réaction négative, la Super League n'a pas simplement disparu dans les airs. Restez à l'écoute pour découvrir comment ce projet controversé a évolué. Le sort de la Super League a finalement été décidé non pas sur le terrain, mais devant les tribunaux. Ce fut une bataille de mots et d'intelligence, avec des avocats et des experts juridiques entrant sur le terrain de football métaphorique, leurs arguments servant de tacle défensif et de frappe offensive. D'un côté, la FIFA et l'UEFA se sont montrés fermes, arguant que la Super League était une menace pour la structure traditionnelle du football européen. Ils ont insisté sur le fait que leur pouvoir de gouvernance devait s'étendre à la sanction des clubs impliqués dans la Super League, maintenant assis le statu quo. De l'autre côté, les représentants légaux de la Super League ont soutenu que le football, comme toute autre industrie, devait être autorisé à innover et à s'adapter. Ils ont remis en question l'idée selon laquelle la FIFA et l'UEFA détenaient le pouvoir exclusif de dicter l'avenir du sport, plaidant en faveur d'une approche plus démocratique où les clubs individuels pouvaient également avoir leur mot à dire dans l'évolution du jeu. La salle d'audience était un champ de bataille tendu alors que les deux parties présentaient leurs arguments avec ferveur. La décision de la Cour de justice de l'Union européenne était attendue avec impatience non seulement par les parties impliquées, mais aussi par les fans de football du monde entier, dont beaucoup avaient suivi de près les procédures. Au final, la Cour a tranché en faveur de la Super League, concluant que la FIFA et l'UEFA n'avaient pas le pouvoir de sanctionner les clubs impliqués. Cette décision a potentiellement ouvert la voie à la relance du projet. Une victoire significative pour la Super League. Cependant, ce verdict a fait plus que simplement pencher la balance en faveur de la Super League. Il a également envoyé un message clair sur la liberté du football. Il a souligné que le sport n'était pas le domaine exclusif de quelques instances dirigeantes, mais un phénomène mondial qui pouvait être façonné par divers acteurs, y compris les clubs, les joueurs et les supporters. Avec la décision de la Cour, la Super League semblait avoir remporté une victoire importante. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour l'avenir du football? La réponse à cette question, comme nous le verrons, a conduit à une réimagination de la Super League qui allait redéfinir le paysage du football européen. À la suite de la décision de la Cour, la Super League n'a pas perdu de temps pour se réinventer. Rejaillissant tel un phénix des cendres de la controverse, la Super League, sous la direction d'un groupe de 22 personnes, a proposé un nouveau format qui semble avoir répondu à certaines des critiques initiales. Cette nouvelle feuille de route pour le football, ou soccer pour nos amis de l'autre côté de l'Atlantique, voit désormais la version masculine de la Super League compter 64 équipes. C'est une augmentation significative par rapport aux 12 clubs d'élite originaux qui ont fait trembler le monde du football. Mais cela ne s'arrête pas là. Ces 64 équipes sont ensuite réparties en 3 divisions distinctes. Ce système de division peut être perçu comme un clin d'œil à la pyramide traditionnelle du football, une structure qui manquait cruellement dans la proposition initiale de la Super League. Chaque division disputera ses matchs et il y aura des promotions et des relégations, ce qui maintiendra la compétition ouverte et dynamique. Cela pouvait être un changement de jeu, une configuration qui permet à plus de clubs de partager la vedette et peut-être une concurrence plus équilibrée pour ces clubs plus petits qui rêvent de jouer un jour parmi les géants du football. Mais la question demeure, est-ce suffisant? Ce nouveau format saura-t-il conquérir les cœurs et les esprits des fans de football du monde entier? Pourra-t-il apaiser les critiques qui considéraient la proposition originale de la Super League comme une menace pour l'essence même du football? Ce sont des questions qui trouveront leur réponse dans les semaines, les mois et les années à venir. Avec ces changements, la Super League espère révolutionner le football. Mais réussira-t-elle? Seul le temps nous le dira.